Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Simon Cogite. Je suis Simon. Salut, c'est Victor. Je vous rappelle un peu le concept, vous nous envoyez vos questions à l'adresse questioncogite@gmail.com et nous vous donnons des éléments de réponse. Et donc, quelle est la question du jour ? Comment construire des relations profondes et durables dans un monde de plus en plus superficiel ? La personne qui a posé la question a apporté quelques précisions. Sa question a trait aux difficultés relationnelles croissantes auxquelles elle fait face tant pour des rencontres que pour avoir des relations durables en fait. D'accord, ouais, donc il y a pas mal de choses qui me font écho. On est vraiment face à une personne qui a du mal à rencontrer des gens, donc il y a peut-être aussi du mal à se sociabiliser, peut-être dû à une peur de l'autre. Mais c'est vrai qu'on vit une époque assez particulière dans la mesure où tout est fait pour qu'on se rencontre. Et pourtant, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Enfin, je sais pas si les gens se sentent seuls, c'est peut-être une croyance que j'ai, mais j'ai l'impression que, de manière empirique, quand je discute avec d'autres personnes, que ce point de vue est assez partagé. Mais en gros, tout est fait pour qu'on puisse rencontrer, communiquer, et pourtant, les gens ne se rencontrent pas et ne communiquent pas pour autant. Dans son mail, on voit aussi qu'il y a une forme de croyance qu'il y a, c'est que personne ne semble finalement attaché au fait de s'investir émotionnellement dans les rapports humains. Ce que je peux comprendre dans la mesure où l'investissement qu'on peut mettre dans les rapports humains, c'est une part de nous qu'on met. Et si tu t'es investi énormément dans des rapports humains et qu'au final, t'as beaucoup souffert, je peux comprendre le fait que tu te construis une barrière psychologique, un bouclier psychique pour ne plus justement s'investir. Et on retrouve énormément ça dans les personnes qui ont peur de l'engagement, notamment dans les relations amoureuses, dans la mesure où il y a ce vieux dicton vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah oui, plus jamais ça, je veux plus jamais revivre ça. Parce que c'est vrai que c'est dur, une rupture, ça fait mal, que ce soit amicale ou amoureuse. On souffre énormément et c'est vrai que ça freine beaucoup l'envie de s'engager, dans la mesure où on se dit que si le sentiment partagé c'est que plus personne n'ose s'investir, la réaction logique humaine c'est moi je m'investis plus non plus. Et du coup on tombe dans un cercle vicieux où chacun a peur de chacun, on est presque chez Hobbes dans l'état de nature, la guerre de chacun contre chacun, où il vaut mieux faire une guerre préventive plutôt que souffrir par la suite. Et c'est ce qui peut engendrer un manque global d'investissement. Ouais. Là, dans le message, je sens un peu le sous-entendu, l'attaque, comme si c'était la cause qui faisait que les gens s'éloignaient. Je pense pas que ce soit le virtuel. Et si on les perçoit depuis le départ comme des choses qui nous permettent de rester loin des autres, etc., on va les utiliser comme ça. Mais un outil, on peut le voir d'une manière et de son contraire. Donc, il y a aussi, je pense, un travail à faire pour voir ces outils-là autrement. Et que c'est pas forcément négatif. On peut considérer par exemple le SMS comme une lettre en fait. Alors certes, il y a pas le charme de l'écriture manuscrite, du papier, de l'envoi, du timbre, mais en soi, c'est juste un outil différent pour faire la même chose, c'est-à-dire communiquer par le texte et l'écriture personnelle. C'est la manière dont tu l'utilises qui va faire comment tu utilises des liens aussi, tout simplement. Je trouve ça dommage de généraliser déjà. Dans le groupe, personne ne s'investit parce que tout le monde est dans le virtuel. Il y a un peu ce raccourci-là. Il y a des nuances à faire. J'ai un exemple, c'était un voyage en bus. Tout simplement, il y avait 2h30, 3 heures de bus. Et les deux personnes derrière moi ne se connaissaient pas du tout. Et ils ont parlé ensemble les 3 heures. L'impression que j'avais, c'est qu'ils ne s'imposaient pas de barrière. Et là, je me suis dit, c'est un exemple qui montre que c'est toujours possible. Il n'y a pas de raison, en fait, de pas le faire, finalement. Après, il y a d'autres exemples qu'on m'a donnés où il aimait bien discuter avec les inconnus dans le train et qu'il y a quelqu'un qui lui a dit « Ne m'arrête de parler et laisse les gens tranquilles » dans leur coin, sous-entendu. Oui, je vois l'idée. Comme tu dis, je pense pas qu'on a attendu tout le virtuel pour que les gens ne se parlent pas. Faudrait faire des données statistiques et remonter vraiment dans le temps, mais je pense pas qu'au XVIIe siècle, la noblesse parlait à la pauvreté. Je pense qu'on parle toujours aux gens qui en soi nous ressemblent, mais qu'on est dans une société d'uniformisation. Et du coup, comme on est à la fois tous différents intrinsèquement et en même temps très communs, je pense qu'on a plus de mal à trouver nos pairs et nos repères, du coup, et savoir avec qui tisser des liens. Étant donné qu'il y a une pluralité, un choix illimité de personnes avec qui tu peux discuter, et que
Ces outils de messagerie instantanée permettent de diffuser notre pensée et du coup d'établir un langage par-delà le temps et l'espace, sans que ce soit une contrainte. Tu peux très bien avoir un ami au Japon, lui parler, il reçoit instantanément ton message. Donc non, je pense qu'il y a toujours de la place à la spontanéité et que je pense que c'est vraiment une manière de... La vision qu'on a de l'humain et de l'investissement et l'absence de peur qu'on peut avoir vont permettre vont rendre possible l'investissement qu'on va mettre dans un humain. Je pense qu'on peut tisser des liens sincères et durables à notre époque avec tout le virtuel qu'il y a, et que c'est vraiment une question je dirais pas de volonté, mais de profonde nature qu'on a. Et oui, et c'est vrai qu'il y a une question de volonté, genre si tu veux tisser des liens parce que c'est important pour toi, je pense que tu en tisseras. Et si la personne en face de toi ne veut pas en tisser, bah elle a le droit de ne pas en tisser. Et c'est que c'était pas une personne avec qui tu pourrais être ami. Et pour revenir à la spontanéité, je raconte souvent c'est l'anecdote de ma rencontre avec mon ami Stan, que ça fait 10 ans que je le connais. C'était en soirée dans un bar, et il entre avec un de ses meilleurs potes, et puis il gueule « c'est moi !» Et en buvant mon verre, je crie « c'est moi !» Et il est venu à notre table, et on est devenus amis comme ça. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est même pas le virtuel qui favorise on va dire, le déclin de l'investissement, mais la facilité et la pluralité de choix. C'est exactement comme sur les applis de rencontres. Étant donné que tu as une infinité de choix, tu peux toujours partir du postulat qu'il y a mieux après. Et c'est exactement comme sur Netflix, comme sur YouTube, et comme donc sur ces applis, c'est que tu as tellement une infinité de choix, une infinité de possibles, que du coup, c'est difficile de se concentrer sur un truc, étant donné que tu as cette tendance... Enfin, je pense que l'humain a cette tendance naturelle à la curiosité, et donc plutôt que de s'investir dans une chose et essayer de mettre la qualité qu'il faut pour que ça fonctionne, tu peux vite switcher en disant c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et donc c'est vrai que c'est difficile de tisser des liens dans la mesure où tu peux toujours trouver mieux. Et le problème de partir de ce postulat, c'est que effectivement, tu peux toujours trouver mieux. Mais tu peux aussi ne jamais trouver, étant donné que tu cherches toujours à trouver mieux. C'est un peu comme des personnes qui changent toujours de boulot parce qu'ils ne trouvent pas ce pourquoi ils sont faits. Et du coup, chaque investissement dans leur travail commence par un pic, on est hyper motivé, et puis finalement on voit que ça s'estompe parce que c'est juste pas fait pour nous. Et je pense que je compare pas les humains à un travail, mais l'investissement qu'on a, c'est que si on part du postulat qu'il ne faut pas s'investir parce que potentiellement mieux plus tard, au final tu t'investis jamais. Et peut-être qu'il faut aussi apprendre à se connaître pour savoir un peu ce qu'on recherche et tisser des liens à partir de ce qu'on recherche. Pour reprendre directement la question, le problème de fond, c'est la perception du monde. Dans la question, c'est dans un monde de plus en plus superficiel. Mais qui a dit que ce monde était superficiel ? Et le premier travail à faire sur soi, c'est la perception du monde extérieur, justement. Et essayer de se rendre compte que tout n'est pas superficiel, que tout le monde n'est pas superficiel. Oui, j'ai le sentiment que chacun partage la perception du monde comme étant de plus en plus superficielle. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve tangible de ça et que ça reste de l'ordre de la perception. Et je pense que cette perception s'est retrouvée véhiculée par le relais des médias, dans nous dépeindre un monde de plus en plus triste, de plus en plus maussade, pour justement qu'on se conforme à une demande sociale et aussi qu'on retrouve du réconfort dans de l'achat de choses complètement inutiles. En conclusion, je pense qu'il faut d'abord essayer de se demander si effectivement notre monde est de plus en plus superficiel ou pas. Et c'est vrai qu'on est dans une recherche d'authenticité, il y a même du marketing d'authenticité, une forme de transparence. Les entreprises cherchent de plus en plus à être transparents avec leurs clients pour justement répondre à cette demande d'authenticité. Et donc c'est ambivalent dans la mesure où il y a cette perception du monde dont on ne sait pas si elle est vraie, d'un monde de plus en plus superficiel, avec cette perception, si on ne sait pas non plus si c'est vrai, d'une demande d'authenticité. C'est des choses dont on a cette sensibilité, mais on ne peut pas en avoir de preuves tangibles, donc c'est compliqué. Pour en revenir à la question, comment faire ? Eh bien en faisant. Ça paraît un peu bidon, mais le point de départ de toute relation, c'est d'abord un premier pas. Et donc si on attend trop que les autres fassent le premier pas,
on peut attendre très longtemps. Puis se réussir à se faire confiance. Se demander si effectivement, est-ce que le monde est superficiel ou pas. On peut trouver plein d'exemples du fait que le monde ne soit pas si superficiel. Puis essayer de remonter aux causes, faire la généalogie de qu'est-ce qui a rendu possible cette perception du monde, pour essayer d'agir un peu dessus. Donc se faire confiance et aussi faire confiance aux autres. On peut donner sa confiance tout en se protégeant, en mettant nos limites. Mais je pense que si tu donnes ta confiance aux gens, si les gens sont de bonne foi et que c'est des gens avec qui tu veux être ami, ils vont respecter la confiance que tu leur donnes. Alors que si tu attends des preuves que les gens, du fait de faire confiance aux autres, le problème c'est que tu peux attendre très longtemps parce que la confiance c'est pas quelque chose de tangible non plus. Parce que tu peux être sûr de ta confiance que tu donnes, mais tu pourras jamais être sûr de la confiance d'autrui. Donc c'est un pari. Oui, non, c'est ça, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, et comme tu l'as là très bien dit, c'est avant tout un travail sur soi-même. Moi, c'est ce que j'ai repéré tout de suite dans la question, la problématique de cette personne. Elle ne dit rien qui la concerne elle-même. C'est le monde qui est superficiel, les gens qui veulent pas s'investir, donc tout concerne les autres. C'est le monde, les autres, mais il y a aussi le rapport à soi. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Et c'est étrange parce que les personnes qui ont ce discours et qui disent les gens veulent plus s'investir, ils sont repliés sur eux-mêmes, en fait, ces personnes-là, peut-être qu'elles se rendent pas compte, mais c'est les premières à se comporter ainsi. C'est toujours une solution de facilité et le raccourci pour se rassurer soi-même que le problème, c'est chez les autres, en fait. Je dis pas que la faute non plus est tout sur soi, mais c'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ça. Mais que le point de départ, avant, en tout cas, moi c'est comme ça que je procède toujours, que j'essaye en tout cas, c'est pas toujours facile, c'est avant d'accuser les autres, de critiquer, de remettre en question les autres et le monde, et moi dans tout ça, comment moi je perçois le schmilblick, comment moi j'agis en fonction de ça, finalement. Est-ce que je suis pas fautif aussi, est-ce que je suis pas acteur de cette problématique? Si ton problème c'est les gens qui s'investissent pas et qui peut-être ne vont pas vers toi, toi essaye d'aller vers les autres et de faire en sorte de t'investir avec eux et voir ce que ça donne. Si tu vois que les gens avec qui tu t'investis, il n'y a pas de réciprocité, là en effet ça peut confirmer que, comme tu disais Simon, ce n'est pas forcément ces personnes-là vers qui tu dois te tourner. Il y a un moment, il faut aussi peut-être retourner à des choses simples sans trop se poser de questions. C'est que plus tu t'en poses et une question t'amène à une autre et t'amène à une autre, en fait tu deviens complètement fou, justement tu te replies sur toi-même et tu n'agis plus concrètement à part réfléchir, poser des questions, analyser le monde, les gens, comment ils sont, pourquoi ils sont comme ça et tout. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et ça me fait penser à Henri Bergson. Il a dit, alors je ne sais plus dans quel bouquin, mais c'est une toute petite phrase très simple qui m'a marqué et que j'ai toujours en tête, que je garde en tête. C'est l'important, ce n'est pas de se poser des questions, c'est de se poser les bonnes questions. C'est la fin de ce podcast. On espère que la personne qui a posé cette question aura trouvé des éléments de réponse. Et peut-être que parmi vous, des personnes se seront reconnues dans ce type de questionnement et que vous aurez également des éléments de réponse. Évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il n'y a pas la réponse qui serait comment faire, mais plutôt des éléments de réponse. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à poursuivre le débat dans l'espace commentaire s'il y en a un, selon la plateforme sur laquelle vous écouterez ce podcast. En attendant le prochain épisode, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, bon futur, ciao! Salut!